Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord avoir quelques petits mots de remerciement pour l'équipe organisatrice de ce colloque, parce qu'il me semble extrêmement important de parler de l'Europe actuellement, quand on sait à quel point elle est parfois, et ça a été rappelé par le président du CNB tout à l'heure, complètement bafouée. Donc bravo vraiment d'organiser cette manifestation qui nous redonne envie de parler d'Europe et de défendre l'Europe. Alors j'ai l'honneur d'ouvrir cette seconde table ronde avec un sujet qui est vraiment en pleine actualité, qui est donc l'amélioration de la protection des droits des migrants. On l'a observé, depuis 2015, l'Union européenne traverse des défis majeurs en matière de migration. Les événements et les dénis de solidarité entre les États membres ont montré l'échec de la politique migratoire en Europe et aussi surtout par le fait qu'elle touchait beaucoup au non-respect des droits fondamentaux des migrants. Souvenons-nous du 24 novembre dernier, le tragique naufrage, je pense que tout le monde s'en souvient, le tragique naufrage au large de Calais, qui a fait 27 décès et qui a mis vraiment en avant les mauvaises conditions de traitement des demandeurs d'asile, relançant par la même occasion, d'ailleurs, les tensions diplomatiques entre la France et le Royaume-Uni. Il faut savoir qu'en 2021, il y a 28 000 personnes qui ont effectué des traversées, c'est-à-dire plus du triple par rapport à l'année précédente. Et on peut savoir aussi, on l'a vu aussi, que la récente crise humanitaire en ce qui concerne la frontière polonaise a mis en lumière l'instrumentalisation possible des migrants par un État tiers, et ce, à des fins purement politiques. C'est dans ce contexte, je vous le disais tout à l'heure, un contexte préoccupant que la Commission européenne a présenté un projet de pacte sur la migration et l'asile, et ça a été présenté le 23 septembre 2020. Alors, ce projet comporte 5 propositions législatives et des recommandations. L'objectif, en fait, puisque je vous ai indiqué que les choses n'allaient pas très bien, c'est de répondre aux insuffisances du cadre juridique actuel et d'avoir une approche plus globale de la gestion de l'asile. Ce pacte fait aujourd'hui l'objet de nombreuses critiques. Pourquoi ? Parce qu'il privilégie en réalité une approche qui est sécuritaire au détriment, et nous y sommes tous attachés, du respect des garanties procédurales des demandeurs d'asile. Alors, en quoi consiste ce projet de pacte ? Alors, je vais vous parler de 4 points. Le premier point, c'est la proposition de la Commission qui se focalise sur la prévention des arrivées. Prévention des arrivées aux frontières de l'Union européenne. Elle propose aussi un développement, et ça c'est nouveau, un développement de partenariats pour exécuter plus efficacement cette fois-ci les retours et déléguer aux pays tiers la gestion de l'asile et aussi les contrôles aux frontières. Alors, pour certains, le fait comme ça d'externaliser la politique migratoire pourrait accentuer les refoulements illégaux et les détentions arbitraires. Ensuite, deuxième point, le pacte prévoit l'adoption d'un nouveau règlement pour créer ce que l'on appelle un système de filtrage des ressortissants de pays tiers. Alors, cette procédure de filtrage s'effectuerait sans que les personnes ne soient considérées comme étant sur le sol de l'Union européenne, et ce, en application d'un principe particulier, qui est le principe de fiction juridique de non-entrée. Donc, fiction juridique de non-entrée. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait se passer ? C'est que les autorités pourraient orienter les demandeurs d'asile vers une procédure accélérée, une procédure de 12 semaines, qui serait, et ça c'est important de le savoir, automatiquement applicable aux migrants dont la nationalité totaliserait moins de 20% du taux de protection de l'Union européenne. Alors, les dispositions actuelles ne prévoient ni de mécanisme de contrôle indépendant et ne prévoient pas non plus un accès des avocats dans ces zones-là.
Autre point également de ce projet de pacte, c'est que le pacte reprend la philosophie du règlement Dublin III et maintient le critère de l'État membre d'arrivée pour déterminer l'État responsable de la demande d'asile. Le quatrième point, c'est que la Commission prévoit aussi le principe, un autre principe de relocalisation obligatoire, mais relocalisation obligatoire avec certains aménagements. Alors, les États membres pourront privilégier des solutions qui, en fait, seront des solutions alternatives. Soit les États membres parraineront des retours, soit ils soutiendraient, ils fourniraient un soutien opérationnel. Ce qui, vous l'avez compris, crée bien évidemment des critiques en disant qu'il y a des défauts en ce qui concerne la solidarité entre les États membres. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Le pacte sur la migration et l'asile est actuellement étudié par le Parlement européen et en l'absence d'avancée de négociations entre les États membres, la présidence française va avoir une lourde tâche, parce qu'elle va devoir mener les discussions au Conseil de l'Union européenne pour aboutir, et c'est le but de cette présidence européenne, pour aboutir à des accords. Alors les questions sont nombreuses, mais on en a déterminé, on va en poser 3. Alors, c'est la question d'ailleurs qui nous est posée initialement, comment améliorer le respect des droits fondamentaux des migrants? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que les propositions dont je viens de vous parler pour une nouvelle politique européenne en ce qui concerne l'asile, est-ce que ces propositions sont des propositions qui répondent aux problématiques actuelles? Et enfin, la troisième question, c'est quelle est la place que tiennent les avocats? Alors, pour répondre à ces questions, nous devions avoir 4 experts. Nous en avons 3, mais pas des moindres. Le 4e expert était Philippe Worthington, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui parce qu'il est cas contact. Vous voyez que le Covid nous rattrape partout, et que c'était le directeur des avocats européens à Lesbos, et que vraiment sa présence aurait été essentielle parce qu'il vous aurait parlé vraiment de façon extrêmement pratique de ce qu'il se passe à Lesbos. Mais vous avez heureusement deux experts aussi en la matière qui répondront aux 3 questions que j'aurais dû poser à Philippe Worthington. Alors, ces 4 experts sont vraiment importants quant à leurs propos parce qu'on va voir leurs analyses concernant d'abord l'assistance juridique et aussi, je vous ai parlé tout à l'heure d'un mécanisme de contrôle, donc d'avoir cette notion de mécanisme de contrôle et de voir comment ça peut s'opérer. Et nous aurons aussi des pistes de réflexion et des propositions d'amélioration, puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut trouver absolument en ce qui concerne la présidence de l'Union européenne par la France, ce sont des accords. Alors, j'aurai le plaisir tout d'abord d'accueillir, mais vous la connaissez, Laurence Roch, qui est membre du Conseil national du barreau, présidente de la célèbre commission Liberté, Droits de l'Homme, donc du Conseil national des barreaux, et avocate au barreau du Val-de-Marne. Elle nous partagera les observations des avocats et les mesures proposées par la profession d'avocat. Nous accueillons également Noémie Alarcón-Velasco, présidente du comité migration du Conseil des barreaux européens. Et Noémie est avocate au barreau de Malaga. Elle nous indiquera quant à elle les dernières avancées et les positions du Conseil des barreaux européens. Nous allons écouter aussi avec beaucoup d'attention Laïla Kayassi, qui a pris ses nouvelles fonctions et qui intervient pour la première fois en Assemblée, m'a-t-elle dit hier. Donc, de nouvelles fonctions en tant que nouvelle représentante spéciale de la secrétaire sur les migrations et les réfugiés. Donc, Laïla, vous intervenez depuis le 1er janvier et elle nous fera part donc des activités et des recommandations, cette fois-ci, du Conseil de l'Europe.
Voilà, je vous ai présenté l'ensemble des intervenants. Nous allons avoir une table ronde qui sera un petit peu différente de la précédente, puisque nous avons 3 thèmes. Nous avons un premier thème sur l'accès à la justice, un second sur le monitoring et sur justement le contrôle, et ensuite sur troisièmement, les propositions. Donc, je vais d'abord, en ce qui concerne le premier thème, me tourner vers Laurence Roch concernant l'accès à la justice. Et je vais poser la question suivante. Quelles actions sont mises en place par le Conseil national des barreaux pour fournir une assistance juridique aux demandeurs d'asile? Donc, je vous dis tout de suite, le temps est limité parce qu'on peut avoir 4 ou 5 minutes chacun. Et 4 minutes, voilà, et ce sera la même chose pour les questions concernant Philippe, mais qui seront en fait de 2 minutes chacun, puisque vous aurez 2 personnes pour répondre en fait à des réponses qui devaient être données par une seule personne. Laurent, je te laisse la parole. Merci. Ah oui, pardon. Merci beaucoup, Hélène, de me donner la parole sur cette table ronde, dont le titre, quand même, pourrait être retourné à l'égard, finalement, des autorités, puisque comment améliorer la protection des droits des migrants? Je crois que les avocats, comme l'a rappelé d'ailleurs le juge français Mathias Guillaumard à la Cour européenne des droits de l'homme, sont finalement souvent en première ligne. Et donc, nous savons, nous, comment améliorer la protection des droits des migrants. Nous le faisons, d'ailleurs, et nous activons un certain nombre de propositions. Encore faut-il que les États le veuille, et notamment la France qui va prendre la présidence de l'Union européenne, puisque, vous l'avez rappelé Hélène, le pacte asile-migration ne rompt pas avec cette politique mortifère, qui est donc une politique de fermeture des frontières. Et dans le pacte asile-migration, la question de l'externalisation finalement des frontières, et de ce que moi j'appellerais pas un filtrage, mais un tri des bons et des mauvais migrants, puisqu'on aura les demandeurs d'asile et les autres, avec soit la possibilité éventuellement d'accéder à l'asile, et encore dans cette fiction juridique que la France connaît bien, que vous avez rappelé, qui est donc ce qu'on a appelé nous en France la zone d'attente, qui a donné lieu d'ailleurs à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. C'était en 1992, et à l'époque il n'y avait pas de possibilité pour les avocats d'entrer dans la zone d'attente, et il n'y avait surtout pas de décision écrite permettant la détention et d'un recours possible. Et je dis que dans le pacte asile-immigration, aujourd'hui, il n'est pas plus prévu que cette détention puisse être l'objet d'une décision écrite avec un recours possible. C'est un des enjeux majeurs pour lesquels, je pense, la France s'enorgueillirait au moins de compléter ce pacte asile-immigration avec un droit de recours effectif. Sans droit de recours effectif, sans décision écrite, ça ne sert à rien. Vous détenez arbitrairement les gens, et je pense que les contentieux qui viendront prochainement devant la Cour européenne des droits de l'homme ne seront plus des contentieux sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais sur l'article 5, la détention arbitraire. Alors, s'agissant des avocats, vous le savez, nous recevons la misère humaine, et on sait aujourd'hui quels sont évidemment les enjeux migratoires pour les étrangers qu'on reçoit dans les cabinets, mais qu'on essaye aussi d'assister à la frontière, puisque je rappelle quand même que le lieu de naissance est hasardeux, et que d'en détenir des droits ou des obligations me semble quand même particulièrement difficilement finalement défendable. Alors, sur le Conseil national des barreaux, plusieurs actions, on va dire. On a d'abord des actions de formation des confrères, car c'est un droit, le droit des étrangers, extrêmement technique, qui est à cheval sur le droit administratif, le droit pénal, le droit européen, le droit civil. Les confrères aujourd'hui ne peuvent pas être et simplement pénalistes et simplement administrativistes. C'est une matière à part entière qui d'ailleurs a été reconnue maintenant au niveau des spécialisations. Ça veut donc dire qu'il faut se former en droit européen et en droit de l'homme. Il y a donc le CNB et la DBF font des formations et des e-learning continus, et j'attire l'attention des confrères qui sont dans la salle que vous savez que sur les requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais je sais que Laurent Petiti fera mieux que moi et fait des formations là-dessus, pardon, une audience, non je plaisante, du coup fait des formations sur ce délai réduit maintenant de la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut vraiment que les confrères aient en tête que les délais vont se réduire. Il y a un suivi législatif que nous faisons, et vous parliez, Hélène, du pacte asile-immigration. Le Conseil national des barreaux a rendu un rapport dans le cadre de cette mandature sur le pacte asile-immigration
en accord, lien avec le CCBE pour dénoncer un certain nombre de manques, notamment on le verra sur l'assistance juridique on va dire, étrangers qui seront triés, mais aussi sur le contrôle indépendant. Et par ailleurs, nous avons une élue du Conseil national des barreaux d'ailleurs la commission Liberté et Droits de l'Homme à laquelle je rends hommage, Hélène Gacon, qui se trouve dans le comité Asile-Immigration avec Noémie. On a bien sûr un suivi jurisprudentiel et enfin on a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. Et l'île sur lesquelles on va en reparler, Philippe Worthington est absent, mais c'est vrai que Lille, et je rends hommage là l'ancien président du CCBE, Michel Bénichou, qui est parmi nous, puisque cette finalement idée de ces avocats de l'urgence, quand il y a eu en 2016 cette crise et cette externalisation finalement et la création de ce qu'on a appelé les hotspots, c'est-à-dire ces camps à ciel ouvert aux frontières pour en réalité empêcher l'entrée des étrangers et évidemment on va dire donner à certains pays la charge lourde, que ce soit la Grèce ou l'Italie ou l'Espagne, de s'occuper finalement de limiter l'entrée à la frontière avec ces accords entre l'Union européenne et la Turquie. Tout de suite, il y a eu l'idée par le CCBE de lancer finalement une sorte de, on va dire, cordon sanitaire ou cordon judiciaire des avocats, à l'instar des médecins de l'urgence, pour venir finalement permettre aux migrants de connaître leurs droits et d'accéder à leurs droits par des avocats bénévoles. Ces avocats bénévoles ont entraîné la création des Lilles, sur laquelle on reviendra, et dans laquelle le Conseil national des barreaux est entré en 2019 dans le conseil d'administration suite à la visite de la présidente Christiane Ferral-Schul dans le camp de Moria à Lesbos, où elle avait constaté le sort notamment fait aux mineurs, lesquels, je le rappelle quand même, dormaient le jour pour éviter les mauvais traitements la nuit qu'ils subissaient dans ces camps avec les adultes sans aucune surveillance. Donc c'est à partir de là que nous sommes rentrés dans les Lilles. Et enfin, la dernière chose à laquelle on tient dans cette mandature, c'est dans le cadre des frontières, en tout cas en France, et je sais que Hélène, vous y avez beaucoup participé, c'est une assistance juridique qu'on va faire, que ce soit dans le Calaisis ou ensuite, vous savez, à la frontière franco-italienne, qui va permettre en fait d'assurer une assistance juridique d'abord entre tous les barreaux pour que l'étranger, à partir du moment où il est à la frontière, il puisse avoir une assistance juridique par le barreau qui ensuite est coordonnée avec les autres lorsqu'il y a des recours, mais aussi que le Conseil national des barreaux puisse donner de la formation aux associations, formation sur des domaines très 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 pointus, mais aussi de l'accès aux droits de manière mobile à l'égard des migrants dans les, on va dire, dans les zones où ils se situent, ce qu'on a appelé les jungles, et donc essayer de coordonner ça au terme d'une convention qui ferait que l'assistance juridique se fasse du début à la fin, et ce, en coordination avec les barreaux. C'est extrêmement important parce que ça paraît comme ça, j'ai envie de dire modeste, mais c'est finalement cet accès effectif aux droits qui fait que les droits ne sont pas virtuels. J'espère que j'ai tenu mes 4 minutes sur la formation. Merci beaucoup, Laurence. Je me tourne maintenant vers Noémie Alarcón-Velasco. Et la question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de révision du Code frontière Schengen qui autoriserait un État membre à déroger aux règles communes qui concernent l'asile? Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. J'espère aussi faire honneur aux minutes qui me sont concédées. Alors, bon, partant du principe qu'il y a certaines règles touchant le droit d'asile ou le droit des réfugiés qui sont indérogeables, ce sont bien sûr les principes reconnus, enfin pas reconnus, c'est des principes de droit international, comme sont le principe de non-refoulement ainsi que la prohibition des expulsions collectives, et non seulement reconnus dans la Convention de Genève de 1951, mais bien sûr aussi reconnus en droit européen, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 18.1 pour le droit d'asile dans sa généralité, et bien sûr article 18.2 justement qui reconnaît le principe de non-refoulement, et article 19 qui reconnaît cette prohibition des expulsions collectives. Aussi,
à la Convention européenne des droits de l'homme, reconnu ce principe de non-refoulement à travers qui en découle de la jurisprudence de l'article 3, et ainsi aussi la prohibition est reconnue telle qu'elle dans le protocole 4, article numéro 4 de ce protocole. Donc je vous dis vraiment des principes très ancrés qui bien sûr, qui ne peuvent pas être dérogés. Donc je vois difficile une révision des codes Schengen à la carte par les États membres chaque fois que nous sommes enclins à avoir un défi à nos frontières. Il est vrai que c'est un défi, bien sûr, incontournable. Nous avons une pression, pas une pression normale migratoire comme c'est produit, sinon utilisée comme presque une arme politique, une arme finalement de guerre, pouvons-nous appeler ça comme ça, l'utilisation de personnes par un autre État pour faire pression dans les frontières de l'Union européenne. C'est le deuxième cas que nous devons faire face cette année, car vers le mois de mai, nous avons eu quelque chose de semblable aux frontières de l'Espagne avec Ceuta. C'était la ville qui a été, excusez-moi d'utiliser ce mot, mais menacée, dans le sens où on a utilisé des personnes, et majoritairement des mineurs, des enfants, des adolescents, qui ont été poussés par le Maroc à croiser la frontière à des fins évidemment de pression politique et économique et de pression géostratégique finalement. Donc, si chaque fois que les États qui sont à nos frontières, nos voisins, utilisent ce genre d'armes pour nous pressionner, nous dérogeons les codes Schengen, ce que nous avons muni d'un système commun d'asile, alors moi je trouve très difficile justement qu'il existe des clauses de dérogation et bien entendu je suis totalement à l'encontre que justement les principes généraux qui sont indérogeables, tout d'un coup, nous fassions voile caché et ces principes n'existent plus. Et bien sûr, nous n'avons pas prévu de balancer ce genre. Il pourrait exister justement des procédures et c'est ce qu'ils disent. Alors avec ce pacte et avec cette screening regulation, ce qui est le filtrage, la normative de filtrage, on pourrait faire de balancer un peu la situation. Non, bien sûr que non, parce qu'il y a des principes indéniables qui font partie de l'état de droit et justement dont fait partie l'assistance juridique, l'accès à un avocat, dont ces personnes ne pourront pas avoir accès. Et aussi dire que l'accès sera absolument dénié, justement par la dérogation des normes, l'accès sera dénié aux procédures fondamentales, aux garanties procédurales aux frontières de l'Union européenne. Donc j'insiste vraiment, non, je suis vraiment à l'encontre de l'application de cette dérogation des codes Schengen, de cette proposition de dérogation des codes Schengen, sans avoir les garanties qui doivent faire et sans avoir une approche des droits humains justement dans cette évaluation de s'il faut moduler ou pas l'accès au territoire en cas de crise humanitaire ou de crise dans les frontières de l'Union européenne. Merci Noémie. On va aborder maintenant la question qui était à l'intention de Philippe Worthington et qui concerne en fait Lesbos, puisqu'il est donc le président, le directeur de cette association. Et la question qui lui était destinée était de savoir ce qu'il se passait en fait sur le terrain concernant l'assistance juridique. Donc Laurence et ensuite Noémie pour compléter. Donc je vais essayer de répondre à la place de Philippe avec un accent évidemment britannique moins prononcé. Je lui fais un petit clin d'œil. Comme je le disais, ELIL est finalement né de cette idée des avocats qui était de se dire finalement on ne va pas attendre qu'on prévoit qu'on soit là, puisque comme vous l'avez compris encore aujourd'hui c'est pas prévu, mais on va donc le faire nous-mêmes. Et donc l'idée du CCB
CBE était donc d'envoyer ses avocats bénévoles. Et Lille est depuis devenue extrêmement structurée, avec à sa direction donc Philippe Worthington. Il y a donc un certain nombre de permanents qui sont à la fois sur l'île de Lesbos, mais également aujourd'hui à Athènes, basés à Athènes. À Samos, ils vont aussi faire des interventions et ils nous demandent au conseil d'administration de pouvoir étendre leurs activités. Quel est l'enjeu qui se retrouve dans le pacte asile-immigration? Les étrangers arrivent dans ces fameux, finalement, on va dire camps, qui sont externalisés, dans lequel, vous l'avez compris, il y a une fiction juridique qui est qu'on va filtrer avant de savoir si vous allez avoir le droit d'entrer ou pas, et on va savoir si on est demandeur d'asile ou si on va être foulé. Et dans ces camps, les gens peuvent y rester très longtemps. La spécificité du droit, par exemple, grec, c'est qu'il n'est pas prévu, mais le mécanisme européen non plus, d'une assistance juridique à l'arrivée dans ces camps. Or, on le sait, la demande d'asile, pour qu'elle ait des chances d'aboutir, il faut qu'elle soit particulièrement bien rédigée. Il faut que justement les demandeurs d'asile puissent pointer, non pas, on va dire, la situation générale de persécution, mais les risques précis qu'ils encourent, eux, par rapport à la situation générale. Et évidemment, si vous n'avez pas une assistance juridique, une information d'une demande qui est technique à faire au regard de la Convention de Genève, c'est évident que vous n'arrivez pas. Donc, la première chose que proposait Lille, c'est cette assistance juridique qui n'est pas prévue par la Grèce, puisque la Grèce ne prévoit l'assistance juridique qu'en matière d'appel et pas avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment le faire très vite. Pourquoi? Car aujourd'hui, les interrogatoires et les, se font dans les 2 jours, et souvent les demandeurs d'asile ne sont pas prévenus ou sont prévenus quelques heures avant qu'ils vont être interviewés pour leur demande d'asile. Donc l'importance pour Lille, c'est d'intervenir tout de suite et de les préparer sans attendre en fait cette surprise qu'ils vont avoir. La dernière chose très importante, c'est que très souvent maintenant, les étrangers sont déplacés du camp jusqu'à Athènes, alors même que leur demande d'asile est en cours, sans qu'ils sachent qu'il y a une décision, par exemple, de refus et qu'il doit être fait un recours. Là aussi, Lille permet, dans le cadre des bureaux à Athènes, de continuer à suivre finalement les étrangers et de pouvoir faire les recours nécessaires. Enfin, ils sont en lien avec les avocats grecs sur l'appel. Et dernière chose, ils font tout un travail de ce regard extérieur, mais qu'on évoquera sur la fameuse autorité indépendante, de qu'est-ce qui se passe dans les camps? Le regard extérieur oblige. Et là, je le dis, aujourd'hui, il y a une fragilité pour Lille sur l'enregistrement de son association par les autorités grecques. Car évidemment, on se retrouve dans ces situations où d'un côté, politiquement, il faut évidemment rester dans les clous pour continuer à avoir le droit d'être dans ces pays qui tolèrent finalement ces associations, mais de l'autre, continuer à avoir un regard critique. Et donc on voit bien là aujourd'hui l'enjeu de l'enregistrement, par exemple, sur lequel on essaye d'aboutir avec Philippe Worthington. Et donc le conseil d'administration continue à évidemment soutenir Lille dans ce travail financièrement, mais aussi juridiquement, de pouvoir faire cette assistance qui devrait être faite en fait par l'Union européenne, mais dans laquelle les avocats substituent la carence finalement des États et en premier lieu de cet, on va dire, accord de l'Union européenne. Et donc je le dis pour les confrères qui seraient intéressés, évidemment le bénévolat continue, les confrères peuvent rejoindre, ça suppose de rester quand même 3 semaines sur le terrain, sinon on ne peut pas vraiment faire bien son travail. Il y a une formation préalable, il faut parler anglais. Pendant la crise sanitaire, Lille s'est organisée par le biais de visioconférences pour continuer à assurer l'assistance des demandeurs d'asile. Donc j'ai envie de dire, c'est un très beau projet dont on rêverait qu'il n'existe plus si les États mettaient bien dur en place ce qu'ils devraient faire. Voilà sur les activités. On reviendra peut-être ensuite sur ce qui manque et quelles sont les protections nécessaires. Bon, juste ajouter, parce que Laurence a très bien expliqué ce que Philippe aurait dû vous en parler, malheureusement il n'est pas là. Juste aussi ajouter que Lille fait un travail aussi considérable par rapport aux, j'appelle ça les personnes vulnérables, des vulnérables, c'est-à-dire
il s'occupe aussi de faire de l'assistance juridique envers des enfants adolescents non accompagnés qui se trouvent aussi à Lesbos et comme maintenant aussi comme on fait de l'assistance juridique à Athènes et Samos, mais principalement à Lesbos dans ce camp de rétention ou de détention des migrants où il y a beaucoup d'enfants adolescents, enfin mineurs, non accompagnés. Donc justement, ils font un travail très important par rapport aussi à la réubication dans l'Union européenne de ces enfants, de ces dossiers qui doivent être menés par c'est très important, justement, l'assistance d'avocats et ce qu'on appelle, c'est un concept, j'utilise principalement en anglais le nom Early Legal Advice, c'est-à-dire une assistance tôt, Oui. on peut dire, voilà, une assistance juridique plus tôt, au préalable, et justement en mettant en lien avec ce qui est dans cette normative, ce règlement de filtrage où n'est pas prévu, ou n'est absolument pas prévu qu'il existe justement l'assistance juridique et notre présence comme avocat dans cette procédure, qui n'appelle pas procédure, car ce n'est pas considéré comme une procédure administrative. La Commission européenne a bien dit qu'il ne s'agissait pas d'une procédure. Donc vous imaginez bien que c'est hors des normes d'application du droit. Donc justement, ce que met vraiment de l'avant Elil, c'est cette nécessité d'avoir dans cette assistance juridique, c'est la nécessité de l'avoir bien depuis le début, car c'est là où tout se décide, c'est là où tout se passe, dans les premières heures de l'arrivée des personnes, en leur disant quels sont leurs droits, leurs obligations, quelles sont les procédures auxquelles ils vont devoir s'affronter dans les jours qui suivent, ou dans les mois qui vont suivre leur arrivée. Et c'est fondamental le travail qui se fait. Et justement, comme bien l'a expliqué Laurence, il n'était pas prévu dans les normes du système européen commun d'asile, du CK, il n'est pas prévu qu'il y ait une assistance juridique en première instance, c'est-à-dire dans cette phase administrative, bien qu'elle était prévue après, et c'est vrai qu'elle est plus ou moins prévue, pas dans la procédure de filtrage, mais bien, c'est bien que maintenant l'Union européenne, c'est vrai qu'elle l'a prévue dans les nouvelles normes proposées pour ce qu'il en est des procédures d'asile. Donc ça serait prévu qu'il y ait une assistance juridique justement en première instance, mais pas comme c'est prévu maintenant les nouvelles dispositions, enfin le nouvel processus interprocessal de l'arrivée d'une personne migrante ou réfugiée aux portes de nos frontières, aux portes de l'Union européenne. Merci Noémie. Je me tourne maintenant vers Laïla Kayasik. Donc, vous succédez en fait à l'ambassadeur Stefanek. Et donc, j'ai oublié de l'indiquer tout à l'heure, je le dis parce que je pense que c'est important qu'on le sache. Alors, je me tourne donc vers le Conseil de l'Europe maintenant. Et la question qui vous a été destinée est comment est-ce que le Conseil de l'Europe peut contribuer à garantir l'accès aux droits ? Merci. Merci beaucoup. Et c'est un vrai plaisir et honneur pour moi que d'être aujourd'hui avec vous et d'avoir été invitée dans dans le cadre de mes nouvelles fonctions que j'ai commencé il y a en fait quelques jours. Et cette table ronde me permet d'entrer immédiatement dans le vif du sujet en fait. Et je suis très contente que le Conseil de l'Europe aussi soit invité dans le cadre de cette conférence. Le bureau... Oui, comme ça ? Oui. Le bureau du représentant spécial de la secrétaire générale a été mis en place début 2016, après le flux migratoire qu'il y avait eu, la crise migratoire qu'il y avait eu en 2015. Je suis la troisième personne. J'ai deux prédécesseurs, en fait, et je suis la troisième représentante spéciale dans ce domaine.
Le Conseil de l'Europe a son siège évidemment à Strasbourg et il y a 47 membres, y compris les membres de l'Union européenne, y compris les 27 membres de l'Union européenne. Il n'y a pas de convention qui soit directement, qui est strictement dédiée à la défense des droits des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés, mais nous avons depuis 1949 en fait développé tout un corpus. Nous avons des organes, nous avons des conventions et nous avons des organes de suivi qui contrôlent, qui suivent si ces standards sont respectés ou non par les États membres. Concernant donc plus concrètement l'accès effectif aux droits des migrants, à mon sens, le Conseil de l'Europe y contribue directement de par ses normes, standards et à travers ces organes. Évidemment, notre convention phare, c'est la Convention européenne des droits de l'homme et c'est la jurisprudence qui est développée par la Cour européenne des droits de l'homme. Il est peut-être important de souligner que la Convention ne garantit pas un droit à l'asile en tant que tel. La Convention ne garantit pas à un étranger le droit d'entrer, de rester sur le territoire d'un État membre du Conseil de l'Europe, ni le droit à une protection internationale, mais les réfugiés, les migrants, dès lors qu'ils relèvent de la juridiction des États membres de notre organisation et indépendamment de leur nationalité, bénéficient de la protection de la Convention. Par conséquent, le droit des États membres de contrôler l'entrée, la résidence et l'expulsion des non-nationaux s'exerce en application des dispositions de la Convention. La Cour est vraiment une institution très importante pour garantir l'accès effectif au droit. Nous avons également une convention qui est peut-être un peu moins connue, qui est le pendant de la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne, qui a aussi un mécanisme de contrôle, un mécanisme de suivi. Les États font rapport, ou alors il y a le système de réclamation collective, que vous connaissez peut-être, et qui donne la possibilité notamment à des organisations internationales non gouvernementales de faire des réclamations collectives devant le Comité européen des droits sociaux. Et en ce qui concerne, évidemment, la protection, la charte sociale s'applique aux étrangers qui travaillent légalement, qui sont légalement ou travaillent régulièrement sur le territoire des parties contractantes, mais il s'applique aussi aux réfugiés, aux apatrides et autres migrants, la charte sociale. Mais il faut également préciser que récemment, le Comité européen des droits sociaux a étendu sa jurisprudence afin de protéger aussi des personnes qui se trouvent en situation irrégulière et qui doivent bénéficier de certains droits garantis par la charte, à savoir par exemple l'assistance sociale et médicale ou le droit à un toit, à un logement. Donc, Convention européenne des droits de l'homme, Charte sociale européenne. Nous avons également le Comité pour la prévention de la torture, le CPT. Et la Convention s'appelle pareil, la Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le CPT est là pour vérifier, pour monitorer les lieux où les personnes sont privées de leur liberté. Et à ce titre, le CPT a développé des normes très détaillées concernant les conditions de rétention administrative des migrants, notamment en ce qui concerne l'effectivité des mécanismes de contrôle et de plainte. Nous avons également la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et le GRETA, qui est son organe de suivi. Le GRETA fait des visites dans les pays et élabore ensuite des rapports qui contiennent des recommandations. Et cette convention couvre également les migrants et les réfugiés
dans un certain nombre de ces dispositions. Je vais aller un peu vite. Je voulais quand même vous donner une idée de toute la panoplie d'instruments que nous avons et qui ne sont pas toujours très bien connus. Voilà. Alors nous avons aussi la Convention sur la prévention, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, qui est mieux connue sous son nom de Convention d'Istanbul, qui aussi consacre un chapitre entier aux femmes migrantes avec ou sans papier et aux demandeuses d'asile confrontées à la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre. Cette convention impose l'adoption par les États membres d'une conception de la violence contre les femmes migrantes et les demandeuses d'asile sensible au genre. Par exemple, un exemple concret, elle introduit la possibilité d'accorder aux femmes migrantes qui sont victimes de violences domestiques et dont le statut en matière de séjour dépend du conjoint, un permis de résidence autonome. C'est-à-dire que si une personne est maltraitée, une migrante, une réfugiée, elle peut garder son permis de résidence et elle peut être autonome vis-à-vis du conjoint violent. Nous avons également la commissaire aux droits de l'homme, que vous connaissez sans doute, et qui aussi fait des visites dans les États membres et qui fait des recommandations très concrètes et qui couvre également la situation des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et bien sûr, le comité des ministres qui adopte des recommandations, des lignes directrices, 47 États membres, et ça doit être adopté par consensus. Nous avons également l'Assemblée parlementaire qui fait également beaucoup de rapports sur ces sujets, sur ces thématiques. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, et je m'arrête là. C'était vraiment pour vous donner une idée de comment le Conseil de l'Europe peut aider à rendre le droit plus effectif au niveau international. Merci Léla. Nous passons maintenant au deuxième thème qui est le monitoring et l'autorité indépendante. On en a déjà un petit peu parlé. Donc la première question est destinée à Laurence. Que pensez-vous, Laurence, donc de ce mécanisme de contrôle qui est proposé, un mécanisme de contrôle indépendant, j'insiste sur cet adjectif indépendant, pour évaluer les pratiques des États membres aux frontières de l'Union européenne? Merci Hélène. Vous faites bien d'insister sur indépendant, parce que pour qu'il soit indépendant, il faut déjà lui donner les moyens de l'indépendance et il faut par ailleurs lui donner, un rôle à jouer et pas simplement en réalité pour moi de la novlangue, c'est-à-dire que alors même qu'on est en train, finalement le pacte ne prévoit pas d'assistance juridique, ne prévoit pas d'avocat, on vient d'en parler, on tourne autour du problème depuis maintenant une demi-heure. Il est prévu donc, vous l'avez dit, que les États membres mettent en place des garanties suffisantes pour assurer l'indépendance d'un mécanisme de contrôle pour évaluer les pratiques des États membres aux frontières de l'Union européenne. Waouh! Super. Et une fois qu'on a dit ça, il se passe quoi? Parce qu'en réalité, on va faire très, très court et très simple. Si on veut qu'il y ait un vrai mécanisme indépendant, d'abord, on ne laisse pas les États membres choisir comment ils vont en fait garantir l'indépendance de ce mécanisme, dont l'idée était, si je comprends bien, d'avoir une surveillance des politiques migratoires et de venir dénoncer en réalité si ces politiques migratoires portent atteinte aux droits fondamentaux, dont on sait qu'ils vont le faire puisque le pacte porte lui-même déjà atteinte à un certain nombre de droits fondamentaux. Donc si on veut un mécanisme véritablement de contrôle indépendant, d'abord, il devrait inclure, à mon avis, obligatoirement
et pas simplement facultativement, dans sa composition des organisations internationales indépendantes, que ce soit des ONG, des États membres, où il y aura ces lieux que moi j'appelle de détention, donc c'est des organisations non gouvernementales, c'est aussi quand même des autorités administratives indépendantes, comme on connaît en France le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le défenseur des droits. Les autres pays connaissent aussi ces autorités administratives indépendantes, avec éventuellement des médiateurs, et enfin il faut leur permettre de faire des droits de visite inopinés. C'est-à-dire que si en réalité on leur demande de faire un rapport par rapport à des visites qui seront organisées, eh bien ça ne va pas donner grand-chose. Moi je pense que, et ça pour moi ce sera aussi la force de ce mécanisme indépendant, de prendre peut-être sa propre indépendance, c'est-à-dire de décider, de pouvoir faire des visites inopinées, de faire un rapport bien sûr sur ces visites, de pouvoir évidemment venir avec des journalistes comme peuvent le faire les parlementaires sur les lieux, puisque nous connaissons nous aussi en France un certain nombre de lieux de privation de liberté, on le sait, le regard extérieur oblige, et quand il est rendu public, il oblige aussi les États à se justifier. Donc si on n'y a pas la visite inopportune, en quelque sorte, la possibilité de faire venir des journalistes dans ces lieux et une composition indépendante, on peut toujours dire qu'on a un mécanisme indépendant qui ne vaudra pas grand-chose. Et à mon avis, par ailleurs, il faut, mais j'en parlerai dans la troisième partie, que ces autorités aient en quelque sorte un protocole de visite, comme le fait d'ailleurs le contrôleur des lieux de privation, avec les fiches, avec ce qu'on doit visiter, qui on peut interroger, comment on le fait, en s'affranchissant, et bien sûr, des autorisations et on va dire, du droit de visite organisé dans ces lieux de détention. Alors, à ce moment-là, oui, ce mécanisme pourrait avoir un intérêt. Mais il ne pourra jamais, à mon sens, suppléer cette obligation véritablement de cet avocat qui dérange, et on le voit, nous dérangeons, et on le voit bien, lorsqu'on n'est pas prévu dans l'assistance juridique, parce que c'est l'émancipation de chacun que d'avoir le droit à l'information pour exercer effectivement ses droits. Donc ce sera de toute façon insuffisant. Merci Laurence. Dans le prolongement de ce que vient de dire Laurence, Noémie, quels sont les messages que souhaite porter le CCBE pour la profession d'avocat auprès de l'agence Frontex? Je vous rappelle que Frontex, c'est l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui l'avaient oublié. Noémie. Merci. Alors, oui, en suivant ce que disait Laurence, par rapport à ce mécanisme de contrôle, en ce moment, je pense que, je ne sais pas ce que les États membres, puisque c'est laissé au choix des États membres, mais ce qui est un peu j'ai l'impression à la surface, ou ce qui pointe sur le doigt, c'est qu'ils vont désigner peut-être l'ombudsman, ou aussi les mécanismes nationaux de prévention de la torture pourraient être peut-être des gens désignés pour justement faire suppléance dans ce mécanisme de contrôle et de plainte, car il doit bien exister une façon que les migrants, les personnes migrantes ou réfugiées puissent faire une plainte à un moment donné parce qu'il y a eu une violation de leurs droits fondamentaux. Donc c'est un peu, j'ai l'impression, ce qui est dans l'air en ce moment. Et les Nations Unies ont pointé justement du doigt pour que ce soit les ombudsman qui participent justement dans ce mécanisme de contrôle, mais c'est vrai qu'il n'est pas encore défini. Et justement, le mécanisme de contrôle aussi, dans ce qui est prévu dans les règlements le code Schengen et ce qui est trait à règlement de Frontex, il est aussi prévu dans la nouvelle régulation, dans la nouvelle normative, qu'il y ait un mécanisme de contrôle et de plainte justement par rapport à des vulnérations, à des violations qui auraient été faites par les gardes frontières travaillant pour Frontex ou des gardes frontières aux policiers qui travailleraient dans des opérations conjointes et aussi dans l'État où se produirait justement l'accès par les policiers nationaux. Donc
Ça, c'est prévu de toute façon pour ce qui est trait aux compétences de la police nationale de chacun des États membres, c'est déjà plus ou moins prévu. Quelle est la juridiction et quelles seraient les possibilités de recours, de plainte par rapport à une vulnération. Mais ce qui n'est pas exactement prévu, même s'il y a la norme, comme Laurence l'a bien dit, ce qui n'est pas prévu, c'est justement que le mécanisme, qui va faire quoi dans ce mécanisme. Et là, je parle de celui de Frontex, je ne parle pas de celui qui va être prévu pour la régulation de filtrage. Mais c'est en ce moment, c'est en train de se développer. Et justement, nous avons eu l'occasion de pouvoir participer, maintenant que nous faisons partie du Conseil consultatif des droits fondamentaux de Frontex, de justement pouvoir participer dans ces consultations et de rendre notre apportation comme avocat de comment on voit justement de faire en sorte que ce mécanisme de contrôle existe et qu'il soit effectif. Finalement, voilà, qu'il y ait réellement qu'il y ait une effectivité, efficacité de ces mécanismes, pas que ce soit quelque chose qui philosophiquement est loyable, je veux dire, c'est fantastique, mais si après, si c'est pas faisable et et il n'y a pas un compte rendu de ce qui se passe une fois qu'on met une plainte, et qui va décider sur ces plaintes, donc ça reste de nouveau dans l'air et ça veut rien dire finalement si on n'a rien, il n'y a pas des décisions rendues. Donc voilà, notre apportation par rapport au conseil consultatif dont nous faisons part maintenant, c'est justement de faire du monitoring et du contrôle indépendant dans ce qui se passe, dans l'accès aux droits fondamentaux aux frontières, et de faire une supervision un peu de justement cette approche de conformité avec les droits humains et les droits fondamentaux dans l'Union européenne, et aussi de bien relever du rôle des avocats dans l'assistance juridique dans les frontières, dont on parlera juste après, mais de bien soutenir quel est le rôle des avocats. Et je crois que c'est fondamental de passer vraiment un banner de quel est notre rôle à jouer dans toutes les frontières et l'accès au territoire dans les frontières de l'Union européenne. Merci Noémie. Merci Noémie. La question qui devait être posée à Philippe Worthington était donc quel serait le système le plus adéquat pour garantir les droits fondamentaux, et notamment en relation avec ELIL, qui est vraiment sur le terrain l'exemple que l'on peut avoir comme base en tout cas. Laurence, je suis obligée de presser un petit peu là, parce qu'on doit respecter. Je vais aller très vite parce que je pense que Philippe Worthington partage les critiques qu'on vient de faire sur l'autorité indépendante, et par ailleurs, évidemment, l'idéal serait une assistance en fait juridique dès l'arrivée en fait aux frontières, puisque comme l'a rappelé Noémie, c'est à ces instants-là que se pose en fait la véritable assistance juridique et l'importance de cette assistance juridique, c'est-à-dire le droit à l'information et la possibilité en quelque sorte d'assurer sa défense et de pouvoir au mieux travailler sa demande d'asile. Et puis s'agissant des mineurs, parce que c'est quand même extrêmement important, puisqu'il faut savoir quand même qu'une bonne partie de ces migrants sont des mineurs identifiés comme majeurs. Il y a toute la question de l'identification, il y a quand même la prise d'empreinte, il y a quand même la reconnaissance faciale. Non mais je veux dire qu'on est plus du tout dans de la science-fiction. Et donc là, l'assistance des plus vulnérables, les mineurs, pose une vraie difficulté. C'est-à-dire que cette assistance doit se faire tout de suite et elle doit se faire sans condition. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une assistance dans l'intérêt éventuellement d'une entrée pour demander l'asile. C'est l'assistance de tous les droits. C'est pas simplement le droit à l'asile, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la protection, c'est le droit tout simplement à l'exercice des droits des mineurs. Donc ça suppose évidemment là aussi une compétence des avocats en matière de minorité. Et enfin, c'est aussi la protection contre le fameux critère des pays sûrs.
Puisque vous savez que ce qui se joue aujourd'hui, c'est pour tous les ressortissants de pays dits sûrs, dont, je le rappelle, l'Afghanistan, la Syrie font partie de ces pays sûrs. Or, on le sait, c'est quand même, et oui, quand je le dis, une majorité de ceux et celles qui arrivent aux frontières. Eh bien, pour celles et ceux-là, pour pouvoir éventuellement déposer l'asile, il faut rapporter la preuve qu'en réalité, ce pays n'est pas un pays sûr pour eux. Donc, en réalité, on n'est plus dans « tu peux demander l'asile et à voir si éventuellement tes risques de persécution sont infondés », c'est à toi de rapporter la preuve qu'en réalité, tu es persécuté malgré le fait que c'est un pays sûr, c'est-à-dire en quoi il n'est pas sûr pour toi. Donc ça, la fin des pays sûrs, la fin de ces critères de pays sûrs dont on sait qu'en réalité ils ne sont choisis que parce qu'ils représentent soit politiquement, soit économiquement les gros pourvoyeurs de l'immigration, c'est véritablement un enjeu juridique. On le fait en tant qu'avocat, c'est-à-dire qu'on conteste auprès du Conseil d'État, on a réussi à faire changer un certain nombre de critères sur des pays sûrs qui ne le sont plus. Mais cette bataille qu'on mène pour chaque État, il faut aussi la mener au niveau de l'Union européenne. Donc, comment on assurerait la protection des migrants? C'est aussi la fin des fameux critères de pays sûrs, par exemple. J'en finis parce qu'on est très pressé. Oui, merci beaucoup, c'est toujours très intéressant, on aimerait que ça continue sans cesse, mais on est vraiment liés par le temps. Je me tourne maintenant vers Laïla pour savoir si le Conseil de l'Europe, concernant justement cette autorité indépendante, a des standards ou a des recommandations particulières. En fait, cette proposition, vous parlez de la proposition de la Commission européenne. Il faut que ce mécanisme de contrôle indépendant, ça peut être l'Institution nationale des droits de l'homme, vous avez dit ça tout à l'heure, ou les ombudsmen, mais en tout cas, ces mécanismes doivent respecter les standards du Conseil de l'Europe en la matière. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a toute une jurisprudence de la Cour à ce sujet sur le recours effectif, comment il doit s'exercer, et il y a aussi les normes dont je vous ai parlé qui sont édictées par le CPT, et on a également des recommandations sur les institutions nationales des droits de l'homme, comment elles doivent être constituées si jamais c'était ces institutions qui étaient choisies comme mécanisme indépendant. Nous avons également une recommandation de 2019 sur l'institution de l'ombudsman. Donc il faut vraiment que ces mécanismes respectent ces standards élaborés par le Conseil de l'Europe. Merci Léla. Nous passons plus rapidement maintenant au troisième thème, qui sont néanmoins importants puisque on va parler de propositions et perspectives d'avenir. Je vous rappelle, je l'avais dit en introduction, il faut trouver absolument des accords. Il faut que ces accords soient portés par la présidence française. Donc en ce qui nous concerne, quelles sont les propositions et notamment de la profession d'avocat, Laurence, de la profession d'avocat en France pour améliorer la protection des droits des migrants? Alors, ces propositions, on les a faites dans le rapport sur le pacte asile-immigration que vous pouvez d'ailleurs lire en principe sur le site du CNB. Droit à l'assistance à un avocat, ça veut dire le droit à l'assistance à un avocat à titre gratuit, donc avec un mécanisme d'aide juridique, et je laisserai Noémie en parler parce que c'est une vraie question au niveau de l'Union européenne, l'assistance juridique. C'est déjà une vraie question en France, on le sait, mais je veux dire que sur l'Union européenne, ça l'est évidemment de manière majeure. Ce droit à l'assistance à un avocat suppose évidemment le droit à pouvoir s'entretenir dans un lieu qui assure la confidentialité. Par exemple, les camps de Moria n'assurent plus aucune confidentialité. C'est-à-dire qu'à un moment, et Philippe Worthington l'aurait dit beaucoup mieux que moi, avant l'incendie du camp, il y avait quand même en quelque sorte des petites cabines qui assuraient une forme de confidentialité. C'est terminé. On le sait, la confidentialité, c'est fondamental. Je ne reviens pas sur le secret de l'avocat et sur évidemment la confidence. La possibilité évidemment d'être désigné librement et à tout moment, c'est-à-dire dès l'arrivée aux frontières, et l'accès évidemment
complet au dossier. Il n'est pas prévu non plus dans le pacte cet accès complet au dossier et à l'information. Je dirais également, je l'ai dit, et c'est très intéressant puisque vous nous avez dit, comment dire, dans ce système d'externalisation, on considère que c'est une procédure en quelque sorte administrative. Moi, je dis, cette détention doit faire l'objet d'une décision écrite motivée et il doit y avoir la possibilité d'exercer un recours contre cette décision. Sinon, c'est une détention arbitraire et vous le savez, vous pouvez compter sur nous. Les avocats saisiront la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, plus généralement, à côté de cette assistance, on va dire, de l'avocat individuellement, il y a le droit de visite de l'avocat. Alors, vous le savez, la loi Confiance qui vient d'être votée, et c'est, je l'avoue, une avancée considérable, qui n'était d'ailleurs pas toujours voulue par tous, mais en tout cas, la profession s'est imposée là-dessus, elle a maintenu sa demande d'amendement, elle a été soutenue par certains parlementaires. Nous avons un droit de visite dans la loi française du bâtonnier dans tous les lieux d'enfermement, à l'exception des hôpitaux psychiatriques, on peut le déplorer, mais les centres de rétention, les centres de détention, mais également les lieux de garde à vue. Je peux vous dire que pour les policiers et pour le personnel des centres de rétention, ça va faire bizarre, parce que nous plaidons depuis bien longtemps. En fait, l'idéal, ce serait que dans les lieux d'enfermement, il y ait une permanence d'avocats. C'est ça qu'il faudrait, y compris d'ailleurs dans les lieux de détention, puisque vous savez que le week-end, l'assistance au droit est compliquée dans les lieux de détention. Donc on pourrait avoir une permanence. Ça n'a jamais été voulu par le ministère de l'Intérieur sur les centres de rétention, ça pose une difficulté. Mais là, avec ce droit de visite, le bâtonnier va pouvoir à tout moment, sans prévenir, aller voir comment ça se passe dans les lieux de garde à vue, dans les lieux de prison et évidemment dans les centres de rétention. Et évidemment, la profession va faire un guide pour... comment dire, on va dire éduquer les bâtonniers à le faire, même si certains le font déjà, mais ça va tout changer, c'est fondateur, moi j'y crois beaucoup. Et je pense qu'on pourrait faire la même chose au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire permettre aux barreaux d'avoir aussi la possibilité dans leur pays, ou alors ça peut être d'autres barreaux, d'avoir un droit de visite dans les lieux d'enfermement. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose que nous, en tout cas, nous soutenons, nous allons promouvoir dans le cadre éventuellement des discussions pacte asile-immigration. Et je suis sûre que je peux compter sur la DBF là-dessus et sur évidemment le CCBE. Merci Laurence et merci d'avoir fait état de cette avancée extrêmement importante pour laquelle on s'est vraiment battu jusqu'au bout. Et vraiment, c'est une grande avancée pour que les bâtonniers puissent se rendre dans ces lieux de privation de liberté. Maintenant, je me tourne vers Noémie en ce qui concerne justement cette assistance juridique gratuite. Alors, qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis du CCBE? Alors, merci. Juste un mot par rapport à ce qu'a dit Laurence pour suivre un peu le discours et après je touche tout de suite à ce qu'on est en train de faire au CCBE. Nous avons prévu, là je ne parle pas du CCBE, je parle du pays dont je viens et en Espagne nous avons justement prévu dans les protocoles d'assistance juridique aux migrants au sein du Consejo, c'est-à-dire du barreau national, nous avons prévu justement dans ce protocole comme un mécanisme de contrôle où les bâtonniers pourraient, enfin le bâtonnier ou le barreau local pourrait se diriger par surprise directement s'il y a des problèmes dénoncés par les avocats commis d'office qui sont en train de faire l'assistance juridique, pourrait aller se diriger directement à la place où se font, parce qu'on a des centres de rétention, pas de détention, de rétention qui ne sont pas de plus de 72 heures en Espagne et qui permettraient justement d'aller faire une visite surprise ou une visite concédée par la police qui s'occupe de ces centres au moment où se fait justement l'assistance juridique pour voir s'il y a des problèmes. Et donc ça a été recueilli par nos protocoles. Ça fait seulement de l'ordre de... Enfin, juste avant la pandémie qu'il avait été accepté. C'est vrai qu'il n'a pas été mis en place, mais des barreaux de façon locale ont fait ce genre de visite surveillée justement par le bâtonnier ou Madame la bâtonnière qui en ce moment-là préside le barreau.
Donc voilà. Donc c'est une très très bonne idée et franchement je soutiens vraiment et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait proposer au sein justement de l'Union européenne, d'avoir ce genre de mécanisme aussi prévu pour ce genre de visite et de contrôle finalement de ce qui se passe dans ces assistances juridiques. Alors, par rapport au CCBE, qu'est-ce qu'on prévoit? Alors, de un, on a fait une consultation à tous les États membres qui font partie du CCBE et qui sont au sein du comité dont je préside, du comité migration, de voir quel est l'état de la question de l'assistance juridique et de l'aide juridique dans chacun des pays membres. Car évidemment, nous ne comptons pas, dans l'Union européenne, nous n'avons pas un système commun d'assistance juridique et d'aide juridique à prêter aux migrants et aux réfugiés. Donc, partant de la base que nous avons tous des systèmes différents, il serait important de commencer à travailler sur au moins avoir des dénominateurs communs justement de cette prestation d'aide juridique aux migrants. Et bien que je défends bien sûr, et c'est ce que j'ai fait depuis le début ici, pas seulement d'avoir une aide juridique de façon tôt, depuis le début, mais aussi de prévoir une assistance juridique et aide juridique qui va au-delà, pas seulement dans cette première phase, mais de contempler que les avocats aussi assistent d'une autre façon à travers des mécanismes que les barreaux pourraient prévoir, comme par exemple avoir on pourrait appeler ça je sais pas si des portes ouvertes, enfin pas des portes ouvertes, mais des bureaux d'assistance juridique prévus dans le barreau pour permettre justement de prêter à qui que ce soit, n'importe quel migrant ou réfugié qui se trouve, enfin, n'importe quelle personne étrangère qui se trouve, voilà, exactement, des consultations gratuites dans des bureaux et de permettre ces gardes. Ça existe déjà dans quelques pays, pas dans tous les pays de l'Union européenne, bien sûr, mais ça serait intéressant pour justement permettre, et pas que ça soit laissé à l'avis des États membres de qui va prêter mais je vous dis pas seulement quand c'est dans une détention, pas dans un accès au territoire, pas dans un accès aux frontières, mais que ça soit posé comme base déjà dans l'État. Pourquoi? Parce que le premier pas de l'intégration de toutes ces personnes passe bien sûr par avoir connaissance, information juridique des droits et des devoirs comme citoyens du nouveau pays d'accueil où ils se trouvent, et ça fait aussi partie de ce chemin vers l'intégration de toutes ces personnes. Il est fondamental qu'elles aient une connaissance de leurs droits et de leurs devoirs. Donc je crois que c'est un pas, et c'est pour ça qu'on a fait cette consultation, pour après pouvoir faire au-delà, dans le futur, justement, des propositions dans l'Union européenne par rapport justement à l'amélioration de cette assistance juridique et de l'aide juridique. Et je vais soulever une autre question assez délicate, mais qui devra, je veux dire, il ne faut pas qu'on reste dans le futur, mais parce que c'est déjà un problème soulevé dans tous les États membres aussi. Quand on prête, qui prête l'assistance juridique, parce que ce n'est pas défini de la même façon dans tous les États membres. Il y a des États membres où c'est laissé aux mains des ONG, donc pas assistance juridique contrôlée par les barreaux dans le sens de l'aide juridique comme on la connaît en France ou en Espagne ou en Italie, enfin, comme par exemple, je mets juste des exemples, mais où c'est laissé dans les mains d'autres, pour dire concessionnaires de cette aide juridique dans ces pays. Donc, d'avoir justement ces dénominateurs communs qui nous permettront justement d'avancer pour que tous aient lieu et possibilité d'accéder, parce que voilà, après, l'assistance juridique ou l'aide juridique, plutôt l'aide juridique, ne se passe pas dans les mêmes niveaux dans tous les États membres. C'est-à-dire, il y a des pays où c'est seulement quand il y a détention, où ils ont droit à cette aide juridique gratuite. Et pour le reste, ils n'ont pas droit. Donc, c'est des associations qui s'en occupent, des cliniques juridiques, etc. Mais ce n'est pas réglé.
Et d'un autre côté, oui, voilà, je termine. Et d'un autre côté, simplement dire que, voilà, enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est très important voilà, soulever la question aussi de la rémunération des avocats commis d'office par rapport à d'autres matières. Donc, il est important, et ça touche vraiment la profession, parce que la façon dont sont rémunérés les services sont aussi très différents d'un pays à un autre, mais c'est une question qui va devoir être touchée, car c'est vraiment une rémunération pauvre pour les services prêtés, en plus des services prêtés vraiment dans des cadres et des situations d'urgence et presque dans des conditions humanitaires dont on prête le service. Donc c'est vraiment aussi quelque chose à contrôler, à réviser par nos barreaux et bien sûr par les barreaux nationaux, mais aussi au sein du CCBE, de voir comment faire pour apporter des améliorations là-dessus. Merci beaucoup Noémie pour ces propositions très, très intéressantes. On va devoir clôturer dans 5 minutes, donc je vais laisser la parole à Aylala Kayassi. Malheureusement, ça n'est jamais amusant de terminer la dernière parce qu'il faut toujours réduire. Mais je sais que vous avez publié, enfin le Conseil de l'Europe a publié un plan d'action sur la protection des personnes vulnérables dans le contexte des migrations. Est-ce que vous pouvez juste dire, puisqu'il nous reste vraiment 5 minutes, les grandes lignes de ce qui a été prévu ? Oui, très vite. Dans le cadre de ses fonctions, le représentant spécial est censé coordonner toutes les actions du Conseil de l'Europe en matière migratoire. Et c'est dans ce contexte que nous avons adopté un plan d'action 2021-2025 sur la protection des personnes vulnérables dans le contexte des migrations et de l'asile en Europe. Quelques exemples concrets de ce qui a été fait, par exemple, jusqu'à présent. On vient d'adopter des lignes directrices sur l'efficience et l'efficacité des systèmes d'aide judiciaire dans les domaines du droit civil et administratif. Et ça peut aussi aider. Il y a eu l'adoption récente, si vous suivez le website du Conseil de l'Europe, il y a une fiche thématique qui a été publiée et qui présente les mesures qui ont été adoptées par les États membres pour mettre en œuvre les arrêts de la Cour en matière de migration et de réfugiés. Ça peut être aussi intéressant pour vous. On a aussi élaboré un guide sur le placement en famille d'accueil d'enfants non accompagnés ou séparés. Tout ça se trouve sur le site du Conseil de l'Europe et sur le site du représentant spécial. Ensuite, en voie de finalisation, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est une recommandation qui est en train d'être préparée sur le age assessment, comme on dit ça en français, la détermination de l'âge de ceux qui disent qu'ils ont plus de 18 ans et qui en fait, voilà, donc les mineurs. Donc il y a une recommandation qui est en préparation et qui, j'espère, sera adoptée dans les mois qui viennent. Et on a également un projet de recommandation sur les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d'asile qui peut aussi être intéressant. Donc c'est toute une série d'activités qui peuvent aider et les États membres. Et aussi, et Noémie, peut-être vous pouvez dire quelques mots là-dessus aussi, je voulais vous dire que nous avons aussi des formations pour les professionnels, dont les avocats également, dans ce domaine. Et un des objectifs du plan d'action, c'est aussi de continuer cela. Ça s'appelle HELP, je ne sais pas si vous connaissez, et je ne sais pas si Noémie, vous voulez dire quelque chose là-dessus. Je serais contente parce que comme ça, c'est quelqu'un, parce que Noémie connaît et voilà. Alors, merci. Merci Léla, je promets, juste une minute, pas une seconde, une minute. Oui, alors je recommande, mais la France et la DBF font partie aussi des cours qui sont donnés de façon absolument gratuite, des cours tutorisés HELP, que je suis sûre que vous connaissez. Et c'est vrai quand nous en avons 2, enfin il y en a 3 sur les migrations, mais tutorisés, je crois, en France, c'est les enfants migrants et réfugiés et migrants. Et l'autre, c'est qui vient juste d'être réadapté avec toutes les nouveautés, c'est le asile et droits humains.
qui vient juste d'être lancé. Il n'est pas encore traduit en français, mais il est déjà online en anglais. Et donc, j'ai eu l'honneur de pouvoir rédiger avec ma consoeur grecque, Danae. Donc voilà, je vous encourage parce que même s'ils ne sont pas tutorisés, vous pouvez vous inscrire online et les faire. Et c'est un format mais absolument fantastique car c'est totalement, comment dire, je ne sais pas comment dire. Interactif. Ouais, c'est interactif et voilà, mais c'est très facile à utiliser. Il faut juste s'inscrire, mettre son email, on a son profil et voilà, et hop, on est sur le cours. Et en plus, ça permet d'aller en amont, en aval, de revenir et c'est vraiment assez avec des images. Donc c'est vraiment, on a vraiment le tableau. Et ça permet après d'aller sur les normes. Donc c'est vraiment génial parce que tout d'un coup, on se souvient, ah mais c'est un arrêt qui va m'aider pour tel ou tel thème. Et vous allez directement sur la page de votre cours et vous avez les arrêts fondamentaux et les guides dont on a nommé Leïla du Conseil de l'Europe, mais aussi de l'Union européenne et aussi les standards au niveau international. Donc je vous encourage vraiment à participer à ces cours et à un autre sur les alternatives à la détention migratoire qui n'est pas tutorisée, je crois, en France, enfin pour l'instant. Et voilà, donc c'est vraiment 3 cours. Alors moi je dis toujours, les élèves qui font les 3 cours, ils ont droit à avoir un titre de master en droit des migrations. Merci beaucoup toutes les 3 et sur ces notes d'optimisme, je vous dis bon appétit.